Même lorsque il y avait des grandes dissensions entre la gauche et la droite, on savait se réunir sur au moins le minimum commun, c'est la sécurité d'Israël. Netanyahou a brisé quelque chose, je suis désolé de vous le dire, a brisé quelque chose dans l'histoire d'Israël. Je ne suis plus Premier ministre, que ce pays aille à feu et à sang, c'est pas grave. Nous avons le plaisir d'être en ligne, en Zoom, avec le député Yamina Yom Tov Kalfon. Yom Tov, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Alors, c'est la première fois véritablement qu'on vous accueille alors que vous êtes déjà effectivement député. Alors on vous souhaite à nouveau un grand Mazal Tov pour cette nomination. Et cette nomination vous a permis de rentrer et d'assister hier à un événement, on va dire un événement historique. Une fois tous les 7 ans, le président de l'État prête serment. C'est la cérémonie à laquelle vous avez assisté hier. Alors avec toute la Knesset remplie, les députés, les familles du président, du président sortant, les discours, et puis la Tikva. Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, hier, en étant dans cette position privilégiée, assister à ce spectacle tout à fait historique et impressionnant? Beaucoup d'émotions, beaucoup de fierté pour l'État d'Israël, pour le peuple d'Israël. C'était une cérémonie très belle, avec des aspects cérémoniaux qu'on ne connaît pas forcément en Israël, qu'on n'a pas l'habitude dans d'autres cérémonies, avec le chauffard qui a été sonné, avec beaucoup de tfilotes. J'ai beaucoup aimé le fait que on a presque senti qu'il y a quelque chose qui nous rappelle un peu ce qu'on lisait dans l'époque des prophètes, lorsque on nommait un nouveau roi à l'époque des rois d'Israël. Le fait que le président Herzog a lui-même commencé en mettant une kippa sur la tête, en faisant une fila, et que à côté de lui, l'ancien président Rivlin, le président de la Knesset ont mis aussi leur kippa sur la tête, et qu'ils ont répondu à cette fila. Puis on a après la cérémonie, on a levé un verre, et on a fait le Boré Peri à Geffen, les Chaim. Moi, j'ai beaucoup aimé l'aspect religieux de cette cérémonie. On entend souvent des critiques, notamment de la part du monde ultra-orthodoxe, des partis ultra-orthodoxes, que l'État d'Israël n'est pas assez religieux. Je trouve aussi qu'on peut le rendre encore plus religieux, mais là, cette fois-ci, en tout cas, on a senti, oui, qu'on est dans un État juif, avec un président qui, en fait, pas seulement le président de l'État d'Israël, qui est en quelque sorte un peu le Nassi, presque comme on avait à l'époque biblique, un Nassi pour tout le peuple d'Israël, avec tout ce que cela comporte. Et j'ai eu donc j'ai été très heureux de voir cela. Il y avait avec moi d'ailleurs Joël Mergui, président des consistoires en France, qui assistait à cette cérémonie. Donc il y avait aussi des représentants, donc pas seulement de l'État d'Israël, mais aussi des Juifs de diaspora. Et justement, au-delà même de notre petit pays entre guillemets, on a hier fait prêter serment pour un petit peu le chef du peuple juif, celui qui est à la tête de tout le Ham Israël, puisqu'il est président de l'État d'Israël, et je crois que c'est un beau symbole. Alors justement, c'est souvent une question que l'on se pose sur la fonction du président de l'État. Est-ce qu'il doit être président à l'intérieur ou aussi président à l'extérieur, un peu comme on le mentionnait dans la paracha de la semaine dernière de Pinchas. Est-ce que vous pensez que Yitzhak Herzog, vu qu'il vient de sa famille, de cette famille qui était très anglo-saxonne, qui était très liée au peuple juif, son grand-père, son père, son arrière-grand-père qui était le fondateur de la rue Cadet à Paris, vous pensez que ça va être aussi un président qui sera très proche des relations avec la diaspora, qui va insister aussi, ou alors ça sera un président qui va se focaliser sur les problématiques des composantes de la société israélienne? On a beaucoup parlé des 4 tribus, des tribus du fameux discours de Reuven Rivlin. Votre avis? Justement, mon avis, je le prends de son discours lui-même. Dans son discours d'investiture, le président Herzog a beaucoup rappelé évidemment son histoire personnelle. Il a parlé donc de son grand-père du côté de son père, qui était le premier grand rabbin ashkénaze de l'État d'Israël, le rabbin Herzog, Yitzhak Isaac Halevi Herzog, qui a écrit d'ailleurs la prière pour l'État d'Israël, le Avinu Sheba Shamayim. Donc il a longuement parlé de ses racines. Il est donc le descendant d'une lignée de grands rabbinim ashkénazes. Il a aussi parlé du côté de sa mère, qui vient elle d'Égypte, d'une famille séfarade aussi noble. Donc c'est un peu ce réunion ashkénaze, séfarade, rabbanim. Il est lui-même l'ancien président il était jusqu'à encore quelques jours le président de l'agence juive, qui est tourné vers les juifs de diaspora. Donc oui, j'espère personnellement que le président Herzog va être ce président qui va
pas seulement s'occuper de l'aspect interne et parfois un petit peu avec les petites dissensions internes que nous avons à l'intérieur de l'État d'Israël, mais qui va plus se tourner vers tout le peuple juif, d'être ce président de tout le peuple juif qui va essayer d'unir les différentes franges que l'on a dans notre peuple. C'est un peu le but de ce. Alors elle est parfois critiquée, cette fonction de président. Parfois on dit qu'elle ne sert pas à grand chose. Et moi j'ai envie de dire, en tout cas, si elle est là, cette fonction, et si elle peut servir à quelque chose, alors qu'elle serve à cela, à être ce pont entre les différentes franges du peuple juif, à l'intérieur d'Israël et à l'extérieur d'Israël, et que du fait que c'est une personnalité qui est moins politique et plus consensuelle, et ben au moins que cela serve à cela, à essayer de faire le lien et à nous réunir. On a besoin de hardout, on a besoin d'entente entre nous, et alors si déjà ce poste est là, et ben qu'il serve à cela. Alors on a besoin de hardout entre nous, et on l'a vu au cours des derniers jours, en particulier à la Knesset, parce que la Knesset, elle n'était pas aussi consensuelle au début de la semaine que on l'a vu hier, et on a vu une Knesset qui était véritablement en pleine ébullition. On a vu que la coalition gouvernementale n'a pas réussi à faire passer la prolongation de la loi sur la citoyenneté. C'est considéré comme un échec pour Naftali Bennett, et probablement aussi peut-être un échec pour Ayelet Shaked, qui semblait être extrêmement impliqué dans la volonté de trouver un compromis, qui avait même apparemment trouvé un compromis. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça ne marche pas? Oui, j'abonde totalement dans votre sens, Daniel. D'ailleurs, hier, avec mes collègues à la Knesset, durant cette cérémonie, nous avons dit enfin, on est assis à la Knesset pour faire quelque chose de positif et de plus calme, parce que nous avons passé des jours très très difficiles, des jours et des nuits très difficiles, de désentente et ce vote malheureux. Vraiment, je trouve ce vote malheureux où la loi, donc la prolongation de cette loi sur la citoyenneté, c'est une loi qui existe depuis 2003, qui a été votée à l'époque par le gouvernement Sharon en 2003 pendant la deuxième intifada, pour empêcher les Palestiniens d'utiliser le regroupement familial pour changer la balance démographique d'Israël, et aussi pour faire du terrorisme. C'est une loi très importante qui en fait est renouvelée chaque année, car la Cour suprême n'accepte pas le fait que l'on fasse une loi qui soit en place pour tout le temps. Parce que c'est une loi drastique, il faut dire les choses comme elles sont, puisqu'elle empêche en réalité des citoyens israéliens, donc arabes israéliens, de se marier avec une personne étrangère, tout simplement parce qu'elle est palestinienne. Il y a un problème de constitutionnalité et de légalité au niveau de cette loi, c'est pour ça qu'elle ne peut pas être votée pour tout le temps, et qu'elle doit être renouvelée chaque année avec comme explication la situation sécuritaire du pays. Et c'est pour ça que chaque année, le Shabak, les services de renseignement israéliens, se tournent vers le gouvernement et demande de faire passer cette loi. C'est ce qui s'est passé il y a quelques mois, lorsque le Shabak s'est tourné vers le gouvernement Netanyahou et a demandé au gouvernement Netanyahou de faire passer cette loi. Le gouvernement Netanyahou, en Conseil des ministres, donc avant le changement de gouvernement, a voté cette loi. Donc l'ancien Premier ministre Netanyahou a fait voter cette loi il y a quelques semaines, lorsqu'il était encore Premier ministre, au Conseil des ministres. Il est passé dans l'opposition, Netanyahou, et a décidé de faire capoter cette loi, parce qu'il a perdu le pouvoir. Mais oui, personnellement, je trouve ça personnellement malheureux, parce qu'on parle pas là de questions, on parle question de sécurité d'Israël. On parle de la question, est-ce qu'on va avoir des terroristes qui vont utiliser la nationalité israélienne pour tuer des Israéliens? Et moi, ça me fait de la peine que la politique l'emporte sur la sécurité d'Israël. Mais vous savez ce qu'on dit au Likoud, Yom Tov. On dit au Likoud que finalement la formation de ce gouvernement, elle met en danger l'État d'Israël, parce que dans ce gouvernement il y a des gens comme on va dire les députés du parti Meretz qui sont à l'extrême gauche, mais surtout Mansour Abbas qui va chercher ses recommandations. Alors qui va chercher ses recommandations. Mansour Abbas a voté pour c'est impressionnant, le parti Meretz et le parti Ram qui jamais n'ont voté pour cette loi pendant 17 ans. Mais oui, mais parce que ils n'ont jamais voté pour cette loi parce qu'elle est opposée à leur idéologie. Parce que peut-être parce que la coalition, du fait qu'ils sont membres de la coalition, ils ont voté pour cette loi, mais les députés Likoud, Shas, Yahadut HaTorah et Tzionut Datit de Smotrich ont voté contre cette loi, alors que c'est une loi qui a été demandée par les services de renseignement israéliens. Mais parce regardez, que peut-être vous savez, Daniel, on se rappelle, on connaît ces histoires qu'on nous a racontées à l'époque du Deuxième Temple, où les
alors qu'on était en guerre et assiégés, où certains extrêmes dans notre peuple ont brûlé les entrepôts à l'intérieur de Jérusalem, juste parce qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux. Regardez, là, pour une question de dissension politique, on est prêt à mettre en danger la sécurité d'Israël. Mais il y a, ça s'appelle, Yom Tov, ça s'appelle le jeu politique, c'est un jeu politique. Daniel, cette loi a été votée chaque année par tous les députés sionistes et juifs de la Knesset, qu'ils soient de la coalition ou de l'opposition. Oui, mais les règles du jeu, Yom Tov. Daniel, lorsque Naftali Bennett était dans l'opposition l'année dernière, alors que Netanyahou lui avait promis de le mettre dans la coalition et avait fait campagne sur ça, avait même reçu ses mandats, eh ben jamais il n'est venu à l'idée de Naftali Bennett, parce qu'il est un mauvais perdant, d'aller voter contre une loi pour la sécurité d'Israël. Oui, mais mais les règles du jeu ont changé. Personne pouvait imaginer que le Premier ministre aujourd'hui de l'État d'Israël serait un Premier ministre d'un parti qui a 6 députés qui a reçu. Et parce que c'est un Premier ministre d'un parti de 6 députés, alors non, on veut qu'il y ait des attentats. Non. Daniel, parce que c'est un Premier ministre qui a 6 députés, on veut tuer des Israéliens dans des attentats. C'est ça ce qu'on veut. Parce qu'il y a des règles, parce qu'on est en train de jouer. Moi, ce que je me souviens, Daniel, dans l'histoire d'Israël, c'est quand il y a une guerre. Il y a cette phrase où on dit il n'y a pas de coalition, il n'y a pas d'opposition, la sécurité d'Israël est en danger, et ben on se réunit tous, on va au-delà de nos dissensions politiques parce que la sécurité d'Israël passe avant tout. Même lorsque il y avait des grandes dissensions il y a eu des grandes dissensions dans l'histoire d'Israël entre la gauche et la droite, et ben on savait se réunir sur au moins le minimum commun, c'est la sécurité d'Israël. Netanyahou a brisé quelque chose, je suis désolé de vous le dire, a brisé quelque chose dans l'histoire d'Israël où il dit qu'aujourd'hui la sécurité d'Israël ne passe plus au-dessus de la politique. Il a perdu les élections, il a perdu son poste, donc il est prêt. Mais vous savez, Yom Tov, vous savez qu'on peut vous renvoyer le même compliment. Excusez-moi Daniel, si on résume ça en une phrase, je ne suis plus Premier ministre, et ben que ce pays aille à feu et à sang, c'est pas grave, c'est ou moi le Premier ministre, ou que le pays soit à feu et à sang. Mais quelque chose, à mes yeux, j'ai encore du mal à y croire. Je vais essayer de poser une petite question. Mais ça fait partie du jeu politique, tout simplement. Non. Attendez, Yom Tov. On est dans une constellation où c'est uniquement le jeu politique qui a joué. On n'a pas parlé d'idéologie quand on a formé cette coalition gouvernementale parce qu'il n'y avait pas d'idéologie commune entre Meretz et Yamina, ou entre les travaillistes et le Nouvel Espoir. Donc tout a été forgé sur uniquement le seul point dénominateur commun qui était la destitution de Binyamin Netanyahou. Et ensuite, on voit finalement que, il est difficile à chaque fois, il va falloir faire des compromis. Ayelet Shaked a dû faire des compromis par rapport à cette loi pour pousser Meretz et Raham à voter en sa faveur. Et ça veut dire que aujourd'hui, à partir du moment, on ne peut pas avancer l'idéologie quand ça nous intéresse et la mettre de côté quand ça nous intéresse pas. Or là, quelque part, il y a un jeu. L'opposition est dans l'opposition, comme son nom l'indique, et la coalition a toute la responsabilité des affaires de l'État. Elle n'est pas partagée, cette responsabilité, au niveau de la sécurité, au niveau de social, etc. C'est la responsabilité du gouvernement. Or, on voit que le gouvernement et la coalition ont des difficultés à la respecter. Daniel, des coalitions et des oppositions, il y en a en Israël depuis des dizaines d'années. Que l'opposition s'oppose sur des sujets économiques, sur des sujets, peu importe, des sujets, même des affaires étrangères, etc., il n'y a pas de problème. De manière constante sur des sujets où c'est le Shabak, c'est les organismes sécuritaires d'Israël qui demandent de faire passer une loi. Jamais dans l'histoire d'Israël, les partis sionistes, qu'ils soient de droite comme de gauche, n'ont voté contre une loi qui a été demandée par le Shabak. Jamais dans l'histoire d'Israël, cela ne s'est passé. C'est-à-dire que Netanyahou a créé ici un précédent qui est dangereux dans l'histoire d'Israël, où il dit que pour la première fois, la politique passe avant la sécurité d'Israël. Encore une fois, on ne parle pas de questions économiques, on ne parle pas de questions, il peut y avoir deux versions. On va pas en parler, mais on peut retourner à Yamina le même compliment, c'est-à-dire Naftali Bennett, en composant avec Raham, a préféré un gouvernement plutôt que la sécurité de l'État d'Israël, puisque Raham, au contraire, puisque je vous rappelle que Meretz et Raham, qui ont toujours voté contre cette loi,
de manière idéologique, cette fois-ci, ont voté pour. Alors certes, il y a deux députés. Alors concrètement, il y a deux députés de RAM, que leur chef de parti n'a pas réussi à les convaincre, sinon la loi serait passée. Je tiens juste à vous dire, la coalition n'avait pas besoin de l'opposition pour faire passer cette loi, puisque la coalition avait largement la majorité pour la loi. 59 députés de la coalition ont en fin de compte voté pour cette loi. Il fallait juste que l'opposition ne vote pas contre la loi, c'est-à-dire qu'ils se seraient abstenus, ils n'auraient pas été là pendant le vote, et ben la loi s'est passée largement. Là, ce qui s'est passé, c'est de manière active, Netanyahou a demandé aux députés de l'opposition de s'opposer à une loi qui, en fin de compte, de quoi parle-t-on de cette loi? On parle de donner la nationalité israélienne, de donner un statut à 15 000 Palestiniens. C'est-à-dire que moi, vous savez, Daniel, moi, lorsque j'étais devant mon écran, dans la plénière de la Knesset, il y avait deux possibilités devant moi. Voter pour ou contre. Derrière ces deux possibilités, il y avait donc deux scénarios. Le scénario de voter pour cette loi, c'est donc empêcher des Palestiniens de rentrer en Israël et de faire du mal à la population israélienne. Voter contre cette loi, c'est les permettre. Moi, je suis enti avec alors, si vous le fait que j'ai voté pour l'option qui va dans le sens de la sécurité du peuple d'Israël. Mais alors je vous pose un cas de figure. Dans une semaine, la Knesset, le Likoud, comme il a l'intention de le faire, va déposer un projet de loi nationaliste qui vise à priver on va dire des citoyens arabes israéliens qui sont responsables d'actes terroristes de leur citoyenneté israélienne. Est-ce que vous voterez en faveur de cette loi selon le même critère, principe sécuritaire, etc. Est-ce que alors que ça va à l'encontre de la proposition du Likoud, c'est-à-dire ça va à l'encontre de la proposition. Daniel, cette proposition du Likoud, elle vient encore une fois mettre la sécurité d'Israël la transformer en une marloquette politique. Cette loi proposée par le Likoud, c'est un fake. Faut dire les choses comme elles sont. 12 ans, le Likoud était au pouvoir. Il n'a jamais fait passer cette loi fondamentale dont vous avez passé pour une raison simple. Cette loi n'a aucune chance de passer la Cour suprême, puisque même la loi temporaire que nous avons fait passer, qui est une loi sur 1 an, c'est la seule loi qui arrive à passer depuis 2003 et qui doit être à chaque fois revérifiée par la Cour suprême, à chaque fois elle passe in extremis et il faut que le Shabak insiste pour la faire passer. Alors vous pensez qu'une loi fondamentale qui soit totalement drastique, elle va réussir? Là encore, c'est utiliser la sécurité d'Israël et la ridiculiser. Alors j'ai une dernière question à vous poser. La politique ne doit pas transformer la sécurité d'Israël en un sujet de moquerie. Et c'est ce qui est en train de faire l'opposition. J'ai une question à vous poser. Cela me fait mal et cela m'inquiète aussi. Il nous reste 1 minute, Yom Tov. Ça va être comme ça tout le temps. Ça va être épuisant pour vous en tant que député. Passez toutes vos nuits de lundi, mardi, mercredi à la Knesset. Comment vous allez faire au niveau de la coalition? Vous pouvez même pas partir assister à une simcha. On a vu le maire d'Ela, l'ancien maire d'Ela, Yitzhak Halevi, qui est revenu des obsèques de sa sœur pour voter. Il est revenu de la Shiva parce que là encore l'opposition. Comment faire? Est-ce que c'est comme ça qu'un gouvernement peut tenir le coup? Vous vous rendez compte comment l'opposition tombe bas, Daniel? Cet homme a perdu sa sœur, il est membre de la coalition. La coalition a demandé à l'opposition de faire ce qu'on appelle le kizou, c'est-à-dire qu'un membre de l'opposition ne vienne pas à la Knesset pour permettre à cet homme de faire une shiva. Et qu'est-ce qu'a fait l'opposition? Elle a fait venir le député Chasse et Eyal Bensour, et elle a fait quand même venir pour utiliser la shiva de ce monsieur pour attraper la coalition et lui faire du mal. Regardez, moi j'ai vraiment l'impression, Netanyahou a perdu le pouvoir, que le pays, il peut tout perdre, c'est ou moi ou rien. Et il y a un moment donné, il faut se réveiller. Et vous m'allez dire comment on va faire? Moi, je crois, et c'est ce que je commence à entendre au sein des rangs du Likoud, et même chez certains députés orthodoxes, j'espère qu'il va y avoir un réveil là-bas, et dire quel est le plus important, l'avenir politique de monsieur Netanyahou ou l'avenir de l'État d'Israël? Et je crois qu'il y a encore des gens dans l'opposition qui sont censés. Il faut savoir que cette loi d'ailleurs pour la loi pour la citoyenneté, il y a des grandes dissensions au sein du Likoud, et c'est pas pour rien qu'il y a une loi qui est passée à la Knesset qui va peut-être permettre à certains députés du Likoud de sortir de ce parti et de nous dire la vérité, comme ça s'est passé avec les gens de Guidon Sar il y a quelques mois, comme Zeev Elkin qui a dit la vérité, qui a dit que ces dernières années, merci beaucoup. On est obligé de rendre l'antenne, Yom Tov. Et il ne s'occupe plus de l'intérêt de l'État d'Israël. Merci beaucoup. Malheureux. Et moi, j'ai confiance en ces gens-là qui vont sortir du Likoud et sortir des partis orthodoxes pour rejoindre ce qui est l'intérêt de l'État d'Israël et pas l'intérêt d'un homme, tout simplement. Merci beaucoup, monsieur le député Yom Tov Kalfon, d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée et à bientôt.
À bientôt, Daniel. Merci à vous.